Et c'est parti pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. Tous les matins en compagnie de Christophe Dard, on vous raconte des épisodes majeurs où nous croisons des hommes et des femmes qui ont joué directement ou indirectement un rôle dans le parcours des Juifs dans notre pays. Aujourd'hui, nous restons au temps de Napoléon Ier, d'abord favorable aux Juifs, au temps où il était un jeune général bercé par les idéaux révolutionnaires d'émancipation. Bonaparte a finalement progressivement changé d'avis et de politique à l'égard des Juifs lorsqu'il est devenu consul, puis ensuite empereur. En 1806, il convoque ainsi une assemblée de notables juifs, suivie l'année suivante de la réunion du Grand Sanhédrin avec le souhait de contrôler la communauté juive sur tous les plans. Christophe, nous allons ce matin aborder donc les conséquences de la réunion du Grand Sanhédrin et plus précisément 3 décrets dont l'un va être qualifié de décret infâme. Et nous sommes en mars 1808. Alors je vous replace le contexte. Napoléon Ier est empereur depuis 3 ans et demi. Il est au sommet de sa puissance. Quelques mois plus tôt, il a signé 2 traités. Les traités de Tilsit en Russie avec le tsar Alexandre Ier, puis avec le roi de Prusse, 2 ennemis de longue date de l'empereur. Alors l'empire n'est pas encore à son apogée, mais à en juger par ses nombreux titres, on voit bien que Napoléon Ier est déjà le maître de l'Europe, empereur des Français, roi d'Italie, médiateur de la Confédération suisse et protecteur de la Confédération du Rhin. Il vient aussi de lancer ses troupes à la conquête de l'Espagne et du Portugal. Sur le plan intérieur, Bonaparte poursuit ses réformes à toute allure. En quelques années, la France a donc bien changé de visage. L'empereur veut notamment réformer et organiser le judaïsme ainsi que la place des Juifs dans l'Empire. Il veut tout simplement les assimiler. Oui, en novembre 1806, il écrit à son ministre de l'Intérieur Champagny, je le cite, « Il faut atténuer, sinon détruire la tendance du peuple juif à un si grand nombre de pratiques contraires à la civilisation et au bon ordre de la société dans tous les pays du monde. Il faut arrêter le mal en l'empêchant, il faut l'empêcher en changeant les Juifs. Et lorsque l'on exigera qu'une partie de la jeunesse aille dans les armées, ils cesseront d'avoir des intérêts et des sentiments juifs, ils prendront des intérêts et des sentiments français. » Dans cette optique, Napoléon Ier convoque d'abord une assemblée de notables juifs, puis donc le Grand Sanhédrin. En ressortent la mise en place de plusieurs décrets. Et un premier qui donne valeur officielle aux réformes cultuelles proposées par l'Assemblée des notables. Un deuxième décret institue 13 consistoires régionaux en vue de gérer les synagogues et les organisations israélites. Ces consistoires sont supervisés par un consistoire central de France qui réunit 3 grands rabbins et 2 laïcs. Les membres du consistoire central sont désignés par le ministre des cultes et les ouvertures des synagogues sont soumises à une autorisation gouvernementale. Mais Napoléon Ier impose un 3e décret plus discriminant, un texte destiné à la réforme sociale des Juifs, joint au règlement du culte qui crée le consistoire central. Qualifié de décret infâme, il entre en vigueur pour 10 ans et aborde plusieurs sujets renouant avec les discriminations malheureusement du passé et remettant même en cause l'émancipation votée pourtant en 1791. Et il réglemente d'abord l'usure. Les 6 premiers articles encadrent l'usure et de nombreux cas réduisent ou annulent les créances des débiteurs, ce qui est bien sûr contraignant pour les Juifs. Ce décret restreint les engagements pour prêts à des mineurs, à des femmes, à des militaires, blessés de guerre et vieillards. Ensuite, le décret parle du commerce. Désormais, et à dater du 1er juillet prochain, nul juif ne pourra se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque sans avoir reçu à cet effet une patente du préfet du département, laquelle ne sera accordée que des informations précises et que sur un certificat. Alors ce certificat va être délivré par deux personnes, de 2 entités. D'abord le conseil municipal qui constate, je cite, que le dit juif ne s'est livré ni à l'usure ni à un trafic illicite, et puis aussi au consistoire de la synagogue dans la circonscription de laquelle il habite, attestant donc de sa bonne conduite et de sa probité. À noter que cette patente est annuelle et révocable. Mais ce n'est pas tout. Ce même texte interdit aux Juifs français le remplacement lorsqu'ils tirent un mauvais numéro à la conscription. Le décret prohibe ainsi l'entrée en France aux Juifs étrangers, sauf s'ils acquièrent une propriété rurale, ce qui évidemment n'est possible que pour une minorité. Et oui, effectivement, puisque la plupart sont très pauvres. Et Napoléon Ier applique ce qu'il avait écrit finalement à son frère Jérôme. Le 6 mars 1808, « J'ai entrepris l'œuvre de corriger les Juifs, mais je n'ai pas cherché à en attirer de nouveau dans mes États. Loin de là, j'ai évité de faire rien de ce qui peut montrer de l'estime au plus méprisable des hommes. » Voilà ce qu'il écrit. Alors à partir de 1812, il faut le noter, les Juifs pourront se faire remplacer par d'autres Juifs dans le cadre de la conscription et les rabbins deviennent donc des agents de l'État. Ils doivent communiquer les noms des futurs conscrits aux autorités et donc veiller au respect de ce décret, donc
qu'on peut effectivement bien considérer infâme du 17 mars 1808. Mais ce décret est surtout destiné à l'est de la France, en fait, Christophe, aux Juifs d'Alsace et de Lorraine qui représentent les plus importantes communautés juives du pays. Rappelons d'ailleurs que c'est suite à des troubles en Alsace contre les Juifs accusés de pratiquer l'usure que Napoléon Ier avait décidé de réagir et de convoquer une assemblée de notables juifs. Et effectivement, vous avez bonne mémoire. On peut lire dans le décret qu'aucun juif non domicilié dans les départements du Haut et du Bas-Rhin ne peut s'y établir. À l'inverse, un autre article précis, c'est très intéressant, les juifs établis à Bordeaux et dans les départements de la Gironde et des Landes, n'ayant donné lieu à aucune plainte et ne se livrant pas à un trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret. Les juifs de Paris sont également exemptés de ce texte, selon une enquête préfectorale menée à cette période. Sur les 170 000 juifs recensés, 16 155 vivent dans le Bas-Rhin, 9 915 dans le Haut-Rhin et 6 500 en Moselle. Viennent ensuite, loin derrière, la Gironde, 2131 juifs dénombrés, et les Landes, avec 1198 individus. À l'inverse, tout en bas du classement, si on peut dire, ou de cette enquête, on en compte une quarantaine dans la Marne ou en Seine-Inférieure, 11 dans les Ardennes et dans le Finistère et un seul en Dordogne. Le décret du 17 mars 1808 n'est pas le seul pris à l'intention des Juifs cette année-là. Quelques mois plus tard, le 20 juillet à Bayonne, Napoléon Ier signe un décret impérial concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille et de prénom fixe. Les Juifs étaient en effet accusés d'avoir des noms changeants à chaque génération, ce qui ne permettait pas de fixer les liens de parenté à l'intérieur d'une même famille et entre descendants. Le premier article déclare qu'ils seront tenus d'en adopter dans les 3 mois et d'en faire la déclaration à la commune où ils résident. L'article 3 exige que les Juifs choisissent des noms précis, ne seront point admis comme nom de famille aucun nom tiré de l'Ancien Testament ni aucun nom de ville. Une fois de plus, c'est encore au consistoire de vérifier que tout cela est bien respecté sous peine d'exclusion des Juifs de l'Empire. Les patronymes identiques doivent être évités, mais le décret sur les noms a peu de succès et peu de Juifs d'ailleurs finalement changent de nom. Alors on évoque la mise en place de ces décrets en France, mais il faut rappeler que l'Empire napoléonien est alors très vaste. Est-ce que ces décrets, Christophe, sont imposés dans les autres nations qui sont alors occupées par les Français ? Oui, tous les pays sous autorité française appliquent effectivement ces réformes de Napoléon. Mais alors ce qui est étonnant, c'est qu'autant en France, il y a un véritable serrage de vis, et autant chez les voisins, c'est pas nécessairement le cas. Par exemple, au Portugal, l'État donne aux Juifs une liberté totale et permet même d'ouvrir des synagogues fermées depuis plus de 300 ans. En Italie, aux Pays-Bas ou encore en Allemagne, qui à l'époque effectivement sont régis par la France, les Juifs bénéficient pour la première fois de l'égalité civile et politique. En Allemagne, Napoléon supprime même les taxes spéciales imposées aux Juifs. En 1812, l'Empire atteint son apogée avec 134 départements, mais les adversaires de la France infligent de lourdes défaites aux armées impériales et finalement Napoléon Ier abdique en 1814 et se retire sur l'île d'Elbe avant de revenir en 1815. Et oui, que de rebondissements entre 1814 et 1815, entre cette abdication du 6 avril 1814 à Fontainebleau et donc ce retour à Golfe-Juan le 1er mars 1815. Vous le savez, c'est ce fameux épisode des 100 jours qui va se solder par la cuisante défaite de Waterloo en juin 1815 et vous le savez, l'exil définitif de l'empereur déchu sur l'île reculée et sauvage de Sainte-Hélène. C'est alors le retour de la monarchie avec ce que l'on appelle la Restauration. Mais il faut noter que les décrets de Napoléon Ier pris concernant les Juifs vont rester en vigueur pendant toute cette période. Merci beaucoup Christophe Dard pour ce nouvel épisode et on vous retrouve au prochain numéro de l'histoire des Juifs de France. Et justement, nous parlerons des Juifs sous la Restauration à partir de 1815 et le début du règne du souverain Louis XVIII.